Merci beaucoup. Tous mes remerciements à Marthe Stefanini pour cette invitation qui me fait vraiment un très très grand plaisir. C'est toujours un plaisir et un honneur que d'être à Aix. Alors, État de droit et démocratie, une liaison nécessaire mais conflictuelle. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Parce qu'il est crucial depuis très longtemps, et plus encore aujourd'hui. En effet, nous assistons souvent dans les milieux politiques ces dernières années à un dialogue de sourds entre deux positions, l'une foncièrement fausse et inacceptable, l'autre moins grave mais approximative et donc fausse aussi. La première position, c'est celle dont font bruyamment état les actuels dirigeants polonais et hongrois. En tout cas, on les entendait avant l'invasion de l'Ukraine, et plus largement les personnalités politiques populistes de droite que l'on trouve hélas un peu partout en Europe et dans le monde, quand ils mettent en avant la notion de démocratie illibérale. Selon eux, les exigences de l'état de droit doivent être écartées quand elles empêchent une majorité issue du suffrage universel de faire ce qu'elle veut. Cette position est foncièrement irrecevable et même gravissime. J'y reviens dans un instant. La seconde position n'est pas aussi catastrophique, mais elle pêche par une erreur grave, parce qu'elle peut, par l'effet d'une mauvaise réaction, conduire à la première position. Cette erreur, c'est celle qui consiste à amalgamer les deux idéaux. Puisque le respect de l'état de droit fait partie des conditions de la démocratie, ce qui est bien exact en effet, je vais le démontrer, on en déduit que les deux notions convergent toujours et nécessairement, et que l'on peut finalement les amalgamer, ce qui n'est pas exact. Une liaison nécessaire, oui, mais conflictuelle, telle est la thèse que je vais brièvement esquisser. Je vais la développer en deux temps. Dans le premier temps, je vais montrer la liaison étroite qui unit en effet État de droit et démocratie. Dans le second, je vais présenter quelques exemples de frictions qui vont nous inviter à penser de manière plus dialectique à la fois la complémentarité et les tensions qui opposent, qui unissent ces deux idéaux. Tout d'abord, premier temps, une liaison nécessaire. À première vue, mon problème n'en est pas un. En effet, c'est quoi un État de droit ? Il paraît que le ministre des Affaires étrangères polonais, entre 2015 et 2018, a promis un cheval ou une boîte de chocolat belge pour quiconque trouverait la définition de la notion d'état de droit dans les traités européens ou tout autre document juridiquement contraignant de l'Union européenne. Quelle mauvaise foi! Il n'y a aucun doute pour qualifier d'état de droit un État qui se soumet au droit pour protéger la liberté et l'égalité contre les décisions arbitraires, et un État qui veille aussi bien à la subordination du pouvoir gouvernemental à la loi qu'à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Voilà une définition élémentaire de l'État de droit qui fait largement consensus. Elle a été rappelée récemment par le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Robert Spano, dans son étude « L'État de droit, l'étoile polaire de la Convention européenne des droits de l'homme ». Alors, comment passe-t-on de cette notion d'État de droit à celle de la démocratie? C'est à première vue très simple. Le droit auquel l'État doit se soumettre comporte la liste des droits humains dits fondamentaux. Parmi ceux-ci figurent les droits politiques, et dans la liste des droits politiques, vous trouvez en bonne place, bien évidemment, le droit de participer à des intervalles raisonnables, à des élections libres, au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Vous avez reconnu les termes de l'article 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. L'état de droit conduit ainsi en ligne directe à la démocratie, et il y conduit aussi parce qu'il emporte la nécessaire subordination des actes des pouvoirs exécutifs et judiciaires aux lois au sens formel. Donc les actes du pouvoir législatif, qui est précisément composé de ces élus issus du suffrage universel. Donc on passe, à première vue, sans difficulté, de l'état de droit à la démocratie. Et l'inverse est tout aussi vrai. Parce que c'est quoi la démocratie? Alors reconnaissons que la question est un petit peu plus difficile, mais on peut admettre que la démocratie renvoie à deux idéaux. D'une part, l'idéal de l'égalité des membres de la communauté politique, et d'autre part l'idéal de l'autonomie collective, de la souveraineté du peuple, l'idéal de l'autogouvernement du peuple. Cette démocratie, dans sa version représentative qui demeure incontournable et même centrale, j'y reviendrai,
présuppose notamment, cette démocratie présuppose notamment une compétition, évidemment, entre des partis bénéficiaires de la liberté d'association, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion, et plus largement le respect d'une panoplie de règles, comme celles que l'on trouve dans les codes électoraux, règles dont la violation doit pouvoir être sanctionnée par des juges indépendants et impartiaux. Donc, la démocratie est conditionnée par le respect de l'état de droit. Il n'y a pas de formation légitime d'une volonté majoritaire sans le respect de ces droits fondamentaux. Donc, une liaison nécessaire, mais une liaison conflictuelle. Alors, pour examiner les éléments de tension qui peuvent opposer les deux notions, un tout petit détour d'abord par la philosophie politique. Bref rappel, les fondements de l'idée d'état de droit, ce sont les fondements du libéralisme politique, c'est du côté de John Locke qu'il faut aller chercher. Les fondements de la démocratie, malgré tout, on ne peut pas ne pas se référer à Jean-Jacques Rousseau. Mais voilà, John Locke, c'est la protection des libertés, c'est la séparation des pouvoirs. Jean-Jacques Rousseau, c'est l'égalité et la souveraineté populaire. Deux traditions différentes qui se rencontrent au XIXe siècle avec alors un penseur qui est tout à fait redoutable parce qu'au fond c'est le penseur de la démocratie illibérale, c'est Carl Schmitt. Et alors là, je vous invite à lire l'excellent article d'Olivier Jouan-Jean dans la livraison numéro 22 de la revue électronique Ius Politicum. Il se fait que j'ai découvert tardivement cet excellent article, et donc je n'y ai pas fait référence dans mon texte, qui est publié dans le Liber Amicorum en l'honneur d'André Allen. Olivier Jouan-Jean montre très très bien que si Carl Schmitt estime que État de droit et démocratie sont absolument incompatibles, c'est parce qu'il part d'une vision de la démocratie qui est une vision d'une démocratie à la fois identitaire et immédiate. Identitaire et immédiate. Le peuple homogène se donne spontanément une volonté à travers un chef. Et à ce moment-là, l'état de droit, c'est l'ennemi de la démocratie. Bon, il est évident que la démocratie ainsi conçue, ce n'est pas la démocratie. Qui dit démocratie dit sans doute expression de la volonté populaire souveraine, mais cette volonté populaire, elle doit se former progressivement. Elle est tributaire de formes et donc de règles de droit. Donc l'opposition absolument radicale entre État de droit et démocratie, telle que préconisée par Carl Schmitt et telle que préconisée par les tenants les plus rigoureux de la démocratie illibérale, c'est tout à fait inacceptable, totalement inacceptable. Il reste que démocratie et État de droit, ce ne sont pas des synonymes. Ce que l'on sous-entend parfois, c'est la seconde position que j'évoquais au début. Ce sont deux concepts distincts. Je cite encore Olivier Jouan-Jean. La notion de démocratie se rapporte à la question du sujet de légitimation du pouvoir politique, tandis que la notion d'état de droit concerne les limites procédurales et substantielles à l'exercice du pouvoir. Parce que ces concepts ont des objets différents, ils ne peuvent certainement pas s'opposer logiquement terme à terme, c'est la faute logique de Carl Schmitt. Mais pour la même raison, ces deux concepts ne se confondent pas davantage. Alors je vais démontrer tout d'abord que, au fond, la tension entre démocratie et état de droit peut s'observer parce que régulièrement la démocratie est apparue comme le moteur des mutations de l'état de droit. Et puis dans un second temps, j'inverserai le propos et je vais montrer que la montée en puissance des exigences de l'état de droit sont la force motrice des mutations de la démocratie. Premier temps, la démocratie moteur des mutations de l'état de droit. D'abord, l'état de droit, il existe à l'époque de la monarchie, à l'époque où il n'est pas question de démocratie. La notion d'État se forme très progressivement entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, pour y aller à la grosse louche. Et au fond, un État, c'est quoi? Prenons Georges Burdeau. L'État, c'est un pouvoir institutionnalisé. Et c'est quoi un pouvoir institutionnalisé? C'est l'idée qu'entre le pouvoir et ceux qui l'exercent, s'interpose un statut, s'interposent des règles. Et donc tout État, par définition, est un État de droit.
ce que Kelsen va théoriser plus tard. Mais évidemment, le statut qui s'interpose entre le pouvoir et ceux qui l'exercent à l'époque de l'état de droit monarchique, il est limité aux lois fondamentales du royaume. L'extériorité de ce droit par rapport au pouvoir est très très limitée. Sous l'effet des révolutions du XVIIIe siècle, j'observe la première mutation de l'état de droit. La souveraineté passe du roi à la nation, qui s'exprime par l'adoption d'une constitution qui affirme elle-même la supériorité des droits de l'homme. La soumission de l'État au droit s'approfondit. Le droit est sans doute fabriqué par l'État, mais celui-ci s'institutionnalise par une constitution qui se réfère aux droits humains et à la nation. Les droits humains qui forment un fondement sans figure déterminable, qu'aucun pouvoir ne peut entièrement maîtriser. Rappelez-vous les pages inoubliables de Claude Lefort sur ce thème. Et la nation souveraine que personne ne peut plus prétendre incarner. Le pouvoir, en dernière instance, est un lieu vide, rappelle Claude Lefort. Mais la tension demeure au niveau du pouvoir constituant. Quand on se situe aux confins de l'ordre juridique, il faut bien reconnaître que le pouvoir constituant originaire, qui est l'expression même de la démocratie, de la souveraineté de la nation, qui se donne à elle-même une constitution, mais se laisse très difficilement encadrer par le droit. Comment encadrer par le droit l'exercice du pouvoir constituant originaire ? La tradition des juristes positivistes consiste à dire que le pouvoir constituant originaire, c'est une affaire de fait, une affaire purement politique. Les juristes n'ont rien à dire à ce propos. Je ne partage pas du tout ce point de vue, je m'inscris plutôt dans les travaux d'Olivier Beau qui montrent bien que le pouvoir constituant originaire est tributaire de règles de droit préconstitutionnelles ou transconstitutionnelles. Il reste que l'encadrement du pouvoir constituant originaire par le droit n'est pas facile, parce que par hypothèse, ce droit n'est pas un droit fondé par la Constitution, puisque la Constitution n'est pas encore édictée. Et le pouvoir constituant dérivé est aussi difficile à encadrer par le droit. Rares sont les États où l'on applique un contrôle juridictionnel de la conformité à la Constitution, de la procédure de révision de la Constitution. Ça existe dans certains États, mais ce n'est pas très fréquent. Et au fond, cette tension entre démocratie et État de droit, quand on se situe vraiment aux confins de l'ordre juridique, elles sont apparues de manière très très spectaculaire, je trouve, dans le très célèbre avis de la Cour suprême du Canada sur la sécession du Québec. En quelques mots, je vous le rappelle, la Cour suprême du Canada s'interroge, est-ce qu'il y a une règle quelconque dans la Constitution du Canada qui encadre ou permet, autorise, et à quelles conditions, la sécession d'une province? Réponse non, évidemment, la Constitution est muette. Et donc, sous le langue de l'état de droit, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la sécession est illicite. Mais la Cour suprême du Canada poursuit le raisonnement et raisonne en disant la démocratie, l'exigence démocratique, qui est aussi présente à travers toute une série d'articles de la Constitution du Canada, oblige à ne pas laisser sans suite l'éventuelle expression de volonté d'une majorité claire de Québécois à la suite d'une question claire portant sur la sécession. Si cette majorité claire devait émerger, il faudrait, alors la Cour suprême invente une règle, il faudrait prévoir une obligation pour le reste du Canada d'entrer en négociation avec le Québec. Alors bien sûr, cette négociation peut aboutir ou ne pas aboutir, mais il y a au moins une règle qui oblige le Québec et le reste du Canada à entrer en négociation sur l'enjeu de la sécession. Donc, j'introduis au fond ici un des fils conducteurs de mon exposé. On est face à une tension donc, entre démocratie et État de droit. L'avis de la Cour suprême du Canada est tout à fait emblématique à cet égard. Et face à cette tension, qu'est-ce qu'on fait? On bosse, on travaille, on essaye d'ajuster ces deux idéaux en tension. Alors, deuxième mutation de l'état de droit, induite par le moteur démocratique, c'est le passage de l'état de droit libéral du XIXe siècle à la crise de l'état de droit dans la démocratie économique et sociale au XXe siècle. Au fond, le paradis de l'état de droit, c'est l'état de droit libéral du XIXe. Les lois y sont peu nombreuses, elles sont stables, elles sont relativement précises, elles limitent au maximum le pouvoir discrétionnaire de l'administration, elles limitent au maximum le pouvoir du juge, réduit à une soi-disant bouche de la loi. Mais la démocratie ne pouvait pas laisser
ce régime de l'état de droit libéral intact. La démocratie, elle a pour moteur l'idée d'égalité. Il faut relire Alexis de Tocqueville là-dessus. Et donc le moteur égalitaire qui est au cœur de la démocratie induit des changements absolument essentiels, la recherche de la justice sociale par des politiques publiques et par du droit, le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, l'émergence des droits économiques, sociaux et culturels, et un droit des politiques publiques caractérisé par, malheureusement, l'inflation normative, des dispositions de plus en plus taillées sur mesure ou hyper vagues, une insécurité juridique, des juges qui deviennent un peu des administrateurs. Et donc c'est tout le thème de la crise de l'état de droit, qui a fait l'objet d'une doctrine abondante, et qui appelle de nouveau une réaction. En deux mots, on bosse. Il faut continuer à bosser, à travailler pour réconcilier, autant que faire se peut, état de droit et démocratie, le remède n'étant en aucun cas d'en revenir à la démocratie libérale du 19e. Au fond, ça c'est le remède néolibéral que préconise Friedrich Hayek. Si vous lisez Hayek, vous voyez l'éloge de l'état de droit libéral du 19e. Un ordre juridique limité à quelques règles générales et abstraites de conduite, essentiellement la propriété privée, la responsabilité civile, la liberté contractuelle, un état absolument minimaliste, et la justice sociale est pour Hayek un concept complètement creux. Pour lui, au fond, il n'y a pas moyen de concevoir scientifiquement une politique orientée vers la justice sociale. Et donc il faut abandonner purement et simplement la justice sociale et ne préconiser qu'une seule valeur, la liberté individuelle. Et quand vous lisez la conception que Hayek se fait de la démocratie, vous êtes absolument sidéré de découvrir que sa conception de la démocratie va de pair avec l'innovation institutionnelle absolument sidérante que voici. Il faudrait composer une assemblée de sages, composée de personnes âgées entre 45 et 60 ans, élus pour 15 ans. On est électeur de cette assemblée une fois tous les 15 à 45 ans, quand on a l'âge de 45 ans, et on renouvelle cette assemblée chaque année à concurrence d'un 15e. Bon, enfin, on n'est plus dans la démocratie. Ça, c'est Hayek. Ça, c'est Hayek. Donc, je crois que la crise de l'état de droit dont on parle depuis longtemps et dont on continuera à parler aussi longtemps qu'on a une démocratie économique et sociale qui poursuit un objectif de justice sociale par toute une série de politiques publiques qui passent par une inflation normative et par des concepts éminemment problématiques par rapport à l'idéal de l'état de droit libéral du 19e. Bon, il y a un travail à faire pour corriger autant que possible notre droit, pour remédier dans une certaine mesure aux plus grandes imperfections de l'ordre juridique contemporain, mais en aucun cas la solution n'est de rétrograder au niveau de l'état de droit libéral du 19e. Deuxième temps, à partir du milieu des années 1970, l'état de droit devient le moteur des mutations de la démocratie. Ma proposition s'inverse. La remontée en puissance de l'état de droit, qui s'exprime par 4 phénomènes interconnectés que je vais présenter, va de pair avec une tendance au rétrécissement de l'autonomie des pouvoirs législatifs et même constituants des assemblées représentatives nationales. Alors, le premier phénomène que je veux souligner dans cette veine, c'est bien sûr la montée en puissance de la justice constitutionnelle. Bon. La logique de l'état de droit comporte évidemment le principe de la hiérarchie des normes. Les lois, œuvres du pouvoir législatif, doivent donc respecter la suprématie de la Constitution, mais ce principe de constitutionnalité serait souvent un vœu pieux s'il n'allait pas de pair avec des contrôles juridictionnels de la constitutionnalité des lois. Très bien, mais quand une Cour constitutionnelle censure une loi, elle le fait à partir d'interprétations de la Constitution qui sont parfois discutables. Quelle est alors la légitimité de ces juges nommés par l'autorité compétente, dans des conditions qui ne sont pas toujours très transparentes, pour faire primer leur interprétation sur celle que les élus de la nation ont pu donner de la même Constitution quand ils ont participé à l'élaboration de la loi en cause.
C'est le thème tout à fait connu, et particulièrement ici, vous êtes tous les héritiers de Louis Favoreux, et donc vous savez combien Louis Favoreux a contribué à asseoir la légitimité de la justice constitutionnelle. Je veux simplement dire que ce problème de la légitimité de la justice constitutionnelle ne sera jamais un problème solutionné. C'est toujours un problème dont il faut chercher les meilleures solutions. Donc ma seule préoccupation, c'est de mettre en garde les juristes qui ont tendance à penser que la question de la légitimité de la justice constitutionnelle ne se pose plus. Non, c'est une question qui demeure. Et comment doit-on résoudre ce problème? Mais en travaillant, en bossant. Comment? D'abord, au niveau des cours constitutionnelles, il s'agit toujours pour elles de soigner la motivation de leurs décisions. La qualité de la motivation, c'est la première manière d'assumer une responsabilité pour les juges constitutionnels. On bosse aussi du côté des justiciables et de leurs avocats. C'est eux qui amèneront éventuellement les causes et les plaidoiries qui conduiront à affiner la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Et on bosse aussi du côté des auteurs de la doctrine, qui lisent, commentent et critiquent les arrêts de la Cour. Les juges lisent la doctrine et se laissent influencer par elle. Deuxième phénomène, la montée en puissance du droit international des droits humains. Phénomène éminemment heureux aussi, évidemment. On n'a plus affaire ici à une cour constitutionnelle dont une jurisprudence peut être contrecarrée par une révision de la Constitution. Mais on a affaire à la Cour européenne des droits de l'homme dont il est bien plus difficile d'infléchir la jurisprudence par une révision de la Convention éponyme. Quand la Cour condamne un État sur la base d'une interprétation très constructive et donc discutable d'une disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, et quand cette interprétation va à l'encontre de la volonté de cet État préalablement et valablement exprimée par ses autorités légitimes, l'on se trouve de nouveau devant une zone de friction entre les exigences de l'État de droit, qui oblige l'État à s'incliner, autorité de choses jugées oblige, et celle de la démocratie nationale dont les représentants tirent une légitimité qui ne peut pas être ignorée. Que fait-on face à cette tension? On bosse, on réfléchit à un régime juridique approprié pour structurer un véritable dialogue entre la Cour et l'État, légitimement surpris par ces interprétations constructives. On réfléchit aux conditions dans lesquelles la Cour pourrait accorder à l'État le bénéfice d'une marge d'appréciation. Par exemple, si son assemblée représentative, élue au suffrage universel, a consacré une délibération publique de qualité pour peser et sous-peser tous les arguments pertinents pour interpréter au mieux la disposition conventionnelle en cause. La Cour est heureusement entrée dans cette voie à la suite de ces arrêts Animal Defenders et Parillo. J'ai observé avec bonheur que mon compatriote Frédéric Crenc, qui devient juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme, dans un article publié dans la revue trimestrielle des droits de l'homme sous le titre « L'acceptabilité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme par les États partis, un défi permanent », eh bien Frédéric Crenc salue l'arrêt Animal Defenders du 22 avril 2013 et il cite un extrait de l'arrêt. La Cour y a salué l'examen exceptionnel effectué par des organes parlementaires, les élus, de tous les aspects culturels, politiques et juridiques de l'interdiction de la publicité politique payante à la télévision, et ce pour conclure au final à l'absence de violation de l'article 10 de la Convention. Il en a été de même dans l'arrêt Parillo du 27 août 2015, pour conclure en l'espèce que l'interdiction faite à la requérante de faire don à des fins de recherche scientifique de ces embryons issus d'une fécondation in vitro est compatible avec le droit au respect de la vie privée, la Cour a relevé que, je cite, « lors du processus d'élaboration de la loi litigieuse, le législateur avait tenu compte des différents intérêts ici en cause. » Donc il me semble que c'est là un des moyens de réconcilier État de droit et démocratie, de réconcilier un État choqué par telle ou telle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme avec cette Cour. Il y a d'autres procédés auxquels l'on doit pouvoir songer. Je les ai développés dans un article que j'ai rédigé avec Isabelle Haché
sous le titre « Repenser la souveraineté à la lumière du droit international des droits de l'homme », publié dans un Liber Amicorum en l'honneur de Rouzenergec et republié dans la revue belge de droit constitutionnel. J'y présente plusieurs procédés, et notamment un procédé que j'avais suggéré dans un autre article et que j'ai repris, et qui consisterait à investir les commissions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme que chaque État doit instituer en son sein, d'investir ces commissions nationales du droit de contester une jurisprudence, d'émettre des objections à l'encontre d'une jurisprudence via le statut d'amicus curiae qui devrait être reconnu à ce délégué par la Cour. Alors bien sûr, donc, je répète que je suis un fervent partisan de l'état de droit, donc il n'est pas question de plaider en faveur d'une remise en cause de l'autorité de choses jugées qui s'attache aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je pense qu'il est bon qu'une jurisprudence extrêmement constructive, qui part d'une interprétation extrêmement audacieuse que la Cour donne à des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, conduise l'État et ses juges à répliquer et à éventuellement opposer des objections. Et on connaît des exemples d'arrêts où la Cour a été sensible à ces objections et a changé de jurisprudence. Parmi les innombrables remèdes ou les voies et moyens que je préconise pour structurer ce dialogue et cette forme de réconciliation entre État de droit et démocratie, il y a l'intéressant protocole numéro 16, qui est entré en vigueur récemment et qui prévoit la procédure d'un avis consultatif. Le juge peut interroger la Cour européenne des droits de l'homme, lui demander un avis. Cet avis n'est pas contraignant. C'est là aussi un moyen de dialoguer entre l'État souverain, entre guillemets, et la Cour. Troisième phénomène, un autre phénomène heureux, la montée en puissance de l'intégration européenne. Alors, il faut reconnaître que la démocratie ne fait pas partie de l'ADN initial des communautés européennes. Celles-ci se sont abreuvées à deux mamelles, le droit et l'économie, au service du maintien de la paix entre les anciens belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Objectif plus louable, extrêmement louable, faut-il le dire. Aussi, la Cour de justice n'a eu aucune peine à traduire les exigences de l'état de droit dans sa jurisprudence. La notion d'état de droit apparaît de manière tout à fait systématique sous la forme de communauté de droit et maintenant d'union de droit. Et tant mieux, bien évidemment. Il reste que la démocratie européenne n'est pas au même niveau que l'état de droit. L'état de droit me paraît mieux servi par le droit de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice que l'exigence démocratique. Vous m'objecterez sûrement que le Parlement européen est progressivement monté en puissance, c'est vrai, mais un certain déficit démocratique demeure. Là où les parlements nationaux ne sont plus compétents parce qu'il y a eu un transfert d'attribution des États membres pour l'Union, le Parlement européen n'a pas toujours reçu en compensation le pouvoir de codécision sur pied d'égalité avec le Conseil, par exemple dans le domaine de la fiscalité et de la sécurité sociale. Au fond, le Parlement européen est à la fois très puissant, parce qu'il échappe assez largement à la stricte discipline partisane qui domine dans les parlements nationaux, et très faible, parce qu'il ne dispose pas de jure du pouvoir d'initiative législative, et que la maîtrise des ressources propres de l'Union lui échappe. Par ailleurs, derrière la montée en puissance de la procédure législative ordinaire, qui met le Parlement européen et le Conseil sur pied d'égalité, se cache le pouvoir redoutable des trois institutions que l'on qualifie d'indépendantes. La Commission, la Cour de justice, la Banque centrale européenne. Je vous invite à lire le petit livre d'Antoine Vaucher intitulé « Démocratiser l'Europe », où il montre bien que la montée en puissance du Parlement européen est un peu une façade qui rassure ceux que le déficit démocratique de l'Union inquiète, parce que derrière cette façade se cache le pouvoir redoutable des trois indépendantes que sont, je répète, la Commission, la Banque centrale européenne et la Cour de justice de l'Union. Alors que fait-on pour réconcilier État de droit et démocratie dans l'Union? Que fait-on pour améliorer la protection de l'exigence démocratique? On bosse, on explore tous les progrès que l'on peut faire sans verser dans l'utopie d'un État fédéral européen et sans se laisser séduire
par le chant des sirènes néo-nationalistes qui rêvent d'une explosion de l'Union. Le concept de fédération plurinationale que j'ai construit dans d'autres articles suggère bien l'équilibre qu'on est voué à rechercher entre les deux pôles de la légitimité démocratique que sont les citoyens, directement représentés au niveau de l'Union au Parlement européen, et les États membres, représentés au Conseil européen par leurs chefs d'État ou de gouvernement, et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. C'est la très belle formulation de l'article 10, paragraphe 2 du TUE. Cette double légitimité explique que la production législative et administrative de l'Union ne peut pas être uniquement déterminée par l'orientation politique du Parlement européen. En effet, comme l'écrit Jean-Paul Jacquet avec l'heureuse lucidité qui le caractérise, le Parlement européen, forcément tributaire du principe de majorité, se prête mal à la conciliation des divergences entre États membres, alors que cette conciliation demeure indispensable dans une Europe où les appartenances nationales l'emportent sur un sentiment d'identité commune, et où il est par conséquent assez vain d'espérer que les citoyens d'un État membre acceptent aisément d'être minorisés fréquemment par des votes parlementaires. Donc, préconiser de remédier au relatif déficit démocratique qui affecte encore les institutions de l'Union européenne par une montée en puissance du Parlement européen en supprimant, par exemple, l'équilibre institutionnel actuel et en rêvant, au fond, de transformer le régime politique inédit de l'Union en un régime parlementaire, c'est une mauvaise idée. On n'aura jamais un régime parlementaire dans l'Union européenne avec un Parlement et un gouvernement. La Commission serait transformée en gouvernement. Ce gouvernement serait l'émanation d'une majorité stable au sein du Parlement. C'est le rêve de Guy Verhofstadt, mon compatriote, qui rêve d'un État fédéral européen avec un régime parlementaire. Vous entrez dans cette voie, mais vous provoquez une crise existentielle majeure avec quelques États qui vont quitter l'Union le lendemain. Donc le progrès ne passe pas automatiquement par le renforcement des compétences du Parlement européen. Mais il y a d'autres idées, très rapidement. Il faut savoir que le Parlement danois est particulièrement vigilant quand un des ministres du Danemark s'apprête à rejoindre Bruxelles pour négocier à la table du Conseil. Ce ministre est doté quand même d'un certain nombre d'instructions dans sa valise. Alors, il doit conserver une certaine marge de manœuvre, évidemment, pour négocier. Mais le Parlement fait son boulot, le Parlement national fait son boulot. Et cette réforme-là ne dépend que de chaque État. L'Union européenne ne peut pas imposer ce remède. Par contre, relève des traités et nécessiterait une révision des traités la création d'une circonscription électorale européenne. Je pense que si on pouvait créer une circonscription électorale européenne, comme le président Macron en a eu l'idée, enfin il n'est pas à l'origine de l'idée, mais il l'a reprise dans son fameux discours à la Sorbonne, on ferait un progrès énorme. Je pense aussi à la fusion des fonctions de président du Conseil européen et de la Commission, parce que la démocratie ne peut pas se passer d'un certain leadership personnalisé. Et le leadership personnalisé, on a vu, de manière un peu caricaturale et anecdotique, son absence pendant la querelle du sofa entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel. Je pense encore à d'autres mesures de promotion d'un espace public européen. On pourrait en reparler lors du débat. Je termine par un quatrième phénomène. Je veux parler de la tendance très actuelle à désespérer de la qualité des délibérations dont nos parlements sont capables. Selon le principe de délibération qui est régulièrement mis en avant aujourd'hui, la première vertu que l'on est en droit d'attendre de la loi ne réside pas dans son origine parlementaire, mais dans la qualité de la délibération qui a produit la norme, tant sous l'angle de l'idéal démocratique que celui de l'état de droit. Ce qui fait cette qualité, nous dit-on, c'est sa rationalité procédurale. Celle-ci dépend d'abord d'un organe qui assure la représentation ou d'un processus qui comporte la consultation de toutes les composantes du segment de la population auquel la norme va s'appliquer. La qualité de la délibération tient ensuite à des règles d'examen et de discussion
qui permettent la prise en considération de tous les arguments et la mise en balance minutieuse et équilibrée de tous les intérêts en présence, sous l'éclairage du droit des droits de l'homme, sous l'éclairage des études d'incidence ex ante et des évaluations ex post appropriées. L'espoir placé dans ce principe de la délibération, c'est évidemment que son application ne manquera pas de produire des normes satisfaisant aux critères strasbourgeois de l'accessibilité, de la clarté et de la prévisibilité. Quand on est muni de cet instrument d'évaluation, on est bien obligé de constater que le règlement d'une matière par une loi formelle, une loi émanant du Parlement, ne permet absolument pas de présumer le respect de ce principe de délibération ainsi défini. Ce n'est pas parce qu'une matière a été réglée par la loi formelle qu'un débat parlementaire de qualité a eu lieu, que la loi a fait l'objet de concertations, des concertations souhaitables, qu'elle est accessible, transparente et intelligible. Mais faut-il pour autant assimiler ce principe de la délibération avec l'idéal démocratique lui-même? Autrement dit, faut-il amalgamer, comme certains le font, et je cite dans mon texte les travaux notamment de Patricia Popelire, éminente constitutionnaliste anversoise, faut-il amalgamer État de droit et démocratie en considérant que le principe démocratique est satisfait dès lors que la législation, de quelque législateur qu'elle émane, est élaborée au terme d'une procédure respectueuse de ce principe de délibération? À nos yeux, c'est ici encore très précisément qu'il faut garder à l'esprit le caractère dialectique de la relation entre démocratie et État de droit. Je m'explique. Force est de constater que les idéaux de l'État de droit peuvent être atteints par un régime constitutionnel de séparation des pouvoirs qui place hors de l'emprise du pouvoir politique un ensemble de règles et de décisions pour les confier à des institutions indépendantes, coupées de la chaîne électorale directe ou indirecte de légitimation et exclusivement soumises à des contrôles juridictionnels. Dans la mesure où il se prête à un encadrement juridique précis, le principe de la délibération démocratique s'inscrit dans la droite ligne des idéaux de l'État de droit, mais si on le déconnecte de l'exigence démocratique incontournable des délibérations parlementaires, on risque fort de tomber dans le piège de la dépolitisation que je tiens à dénoncer avec Marcel Gauchet. En effet, si la chaîne de la responsabilité politique qui doit relier les détenteurs de la fonction normative à l'Assemblée législative élue, si elle est rompue ou absente, la question de savoir si cette rupture est acceptable au regard du principe démocratique devrait être plus systématiquement posée. À mon sens, l'exigence démocratique comporte celle du maintien dans les mains de cette Assemblée législative élue au suffrage universel de la fonction de centre de gravité ou au moins de tour de contrôle du système. La montée en puissance des juridictions et des autorités administratives indépendantes sert l'État de droit, mais au-delà d'un certain seuil, participe d'un mouvement de déconstitution du politique par le droit, incompatible avec l'exigence démocratique. La fragmentation de la société politique en une multitude de lieux de délibération, déconnectés d'un projet politique global, ne me paraît pas satisfaire l'idéal proprement démocratique de l'autogouvernement du peuple. Avec Marcel Gauchet, je considère que cet idéal va de pair avec l'invocation d'une puissance de la collectivité à son propre égard. Le cœur du politique est là, il passe nécessairement par les dimensions de la généralité publique et de l'unité collective. L'indispensable confection de lois bien faites pour articuler les éléments de l'action collective rend le régime représentatif proprement incontournable, parce qu'il permet, ou du moins il devrait permettre, de participer par la médiation des élus à des choix collectifs effectués en connaissance de cause sur la base d'une précieuse mise en représentation des termes du débat. Alors, attention, je suis évidemment bien conscient qu'il ne suffit pas d'en appeler à un sursaut de nos parlementaires, de nos élus, pour qu'ils exercent mieux les responsabilités qui sont les leurs. Je pense qu'il faut absolument travailler à l'amélioration du régime représentatif par un couplage bien pensé avec des procédures de démocratie délibérative et même des procédures de démocratie directe. Donc
je crois profondément à la centralité du régime représentatif, mais ce régime représentatif doit absolument trouver toute une série de voies d'amélioration. Et parmi les voies d'amélioration, je pense qu'il faut absolument progresser dans la voie d'un couplage avec des commissions délibératives de citoyens tirés au sort. Je rêve par exemple d'un aménagement du bicaméralisme qui est en vigueur en Belgique. On aurait l'actuelle Chambre des représentants composée d'élus au suffrage universel et on adjoindrait aux 60 sénateurs actuellement élus 60 citoyens tirés au sort, en manière telle que ces citoyens soient évidemment représentatifs et même mieux représentatifs que les élus eux-mêmes. On sait tous que les assemblées élues au suffrage universel n'ont qu'une faible représentativité par comparaison avec les différentes couches de la population. On peut, par une technique de tirage au sort, composer une assemblée de citoyens tirés au sort qui est mieux représentative. Et je rêve donc que la qualité de la délibération dans les assemblées parlementaires soit augmentée grâce à la présence de ces citoyens tirés au sort. Un des drames des assemblées représentatives dans les régimes parlementaires, c'est la discipline partisane. Le sénateur, le député issu de la majorité dit amen à tous les projets de loi qui émanent du gouvernement et celui qui siège dans l'opposition vote contre. La qualité de la délibération est évidemment extrêmement faible. Si on adjoignait dans une des deux chambres des citoyens tirés au sort, ces élus ne pourraient plus se contenter d'un discours connu d'avance pour si on est dans la majorité, contre si on est dans l'opposition. Ils devraient nécessairement argumenter pour convaincre les citoyens tirés au sort. En même temps, dans ma proposition, une chambre composée d'élus, un Sénat composé pour moitié d'élus et pour l'autre moitié de citoyens tirés au sort, la prépondérance demeure pour les élus. Je pense que la légitimité des élus par rapport aux citoyens tirés au sort est supérieure. La légitimité des élus, elle est d'abord une légitimité d'habilitation. Ils ont été élus pour être habilités à vouloir au nom et pour le compte de la nation. Les citoyens tirés au sort ne sont habilités en rien, ils sont tirés au sort. Voilà. Et il y a une légitimité de redevabilité qui est propre aux élus. Les élus doivent rendre des comptes. S'ils veulent être réélus à l'issue de leur mandat électoral, ils doivent assumer la responsabilité de leur comportement dans l'Assemblée. Un citoyen tiré au sort est un grand irresponsable. Donc, je plaide pour une connexion de la démocratie représentative avec la démocratie dite aléatoire, mais une connexion qui maintient la prépondérance au profit des élus. Conclusion. Je respecte mon temps de parole. Les idéaux de l'état de droit et de la démocratie doivent donc s'ajuster l'un à l'autre, dans la conscience simultanée des liens qui les unissent et de la tension qui peut les opposer. Il faut le dire et le redire, la démocratie est en danger quand elle se réduit à la volonté majoritaire des électeurs et des élus en oubliant les exigences de l'état de droit. C'est hélas ce qui se produit actuellement dans les démocraties qualifiées par oxymore d'illibérales. Sans doute, du moins en partie, par l'effet de la plus mauvaise des réactions possibles au phénomène de déséquilibre entre l'état de droit et la démocratie que nous devenons d'examiner. Donc, comprenez-moi bien, mon discours est extrêmement nuancé. Je ne vole pas au secours des partisans de la démocratie illibérale. Cette notion de démocratie illibérale est un oxymore insensé. Mais on peut comprendre une petite partie de la réaction des tenants de la démocratie illibérale. C'est une réaction qui ne se justifie pas, mais qui s'explique en partie par les phénomènes de déséquilibre entre état de droit et démocratie que j'ai inventoriés dans la dernière partie de mon exposé. Mais la démocratie est donc aussi en danger quand elle tente à confondre la nécessaire subordination du pouvoir politique au droit avec l'utopie du dépassement du politique par le droit. L'utopie du dépassement du politique par le droit, c'est notamment ce que l'on observe quand une Cour constitutionnelle a parlé, parce qu'elle a parlé, le débat est clos.
Non, le politique continue. La soustraction de certaines règles, décisions et options politiques décisives pour la vie de la collectivité aux débats parlementaires, sociaux et médiatiques nationaux, au profit d'une fragmentation de lieux de délibération, certes encadrés par le droit, mais de plus en plus techniques et déconnectés les uns des autres, me semble propre à mettre en danger notre démocratie. Donc, je n'ai qu'un seul mot, on doit continuer à bosser. Je vous remercie.